Bonjour, bon après-midi. Merci d'être venu pour voir Smorgasbord, T'es fou Jerry en français. La rétrospective Jerry Lewis, cinéaste, touche à sa fin. Je crois que ça s'arrête avec une séance qui va venir encore tout à l'heure à 18h. Et puis ça sera fini pour le moment, mais si ça vous a plu, on pourra peut-être recommencer un jour. Voilà, Damien Bertrand qui est réalisateur, essayiste, cinéphile surtout, ça fait un moment qu'on parlait de cette rétrospective et c'est un peu lui qui a été la cheville ouvrière et qui nous a permis de trouver des choses assez rares qui ont été projetées durant cette rétrospective. On n'a malheureusement pas tout trouvé parce qu'il y a des films qui étaient bloqués par des producteurs, donc c'est toujours un seul, mais c'est un trop, voilà. Et donc voilà, on espère que ça se débloquera un jour et qu'on pourra vous montrer les home movies. Donc là, Smorgasbord, 1982, le film sort en France en 1983. On n'avait pas eu de nouvelles de Jerry Lewis depuis 11 ans. Enfin, il y avait eu l'année d'avant Au boulot de Jerry, Hard Working, et puis ce film-là. Mais on n'avait pas eu de ces nouvelles, donc c'était un retour assez attendu par les cinéphiles en ce temps-là, même si le film va avoir, on en reparlera, une réception critique assez mitigée. Dernier film en date, donc dernier long métrage pour le cinéma de Jerry Lewis. À l'issue de la projection, Damien et moi, on aura le plaisir de discuter ensemble et avec vous à la fois du film et peut-être qu'on pourra revenir sur l'ensemble de la carrière de Jerry Lewis, faire une espèce de bilan. Mais en attendant, eh bien, je crois que Damien va vous dire quelques mots de Smorgasbord. T'es fou, Jerry. Oui, très rapidement, en fait. On dit des clowns que quand ils se choisissent un maquillage, ils le gardent toute leur vie. Voilà. Et donc, Lewis étant un des plus grands clowns de cinéma du monde, il n'y a pas de raison que cette maxime ne s'applique pas à lui, ce qui est aussi une des raisons de, en partie, son insuccès critique, c'est qu'on accuse son cinéma d'être immobile, de ne pas bouger alors que le monde bouge et pas lui. Et pour moi, le film que vous allez voir est le film d'un artiste profondément libre, justement, qui suit sa pente, qui est indifférent. Non, il n'est pas indifférent au monde qui l'entoure et qui change, mais plutôt sa position est de se dire qu'en lui ne changeant pas, il montrera d'autant mieux comment le monde change autour de lui. Ça, c'est exactement pourquoi Godard l'adorait sur le côté politique, pas que Lewis ait voulu faire des films politiques, mais qu'évidemment, en gardant lui le même prisme, on voit encore mieux ce qui change, et notamment ces saloperies des années 80 sur lesquelles on reviendra et qui sont vraiment décortiquées dans le film. Et dernière chose, le film a deux fins. Alors pour nous, c'est la surprise, puisqu'on ne sait pas laquelle vous allez voir. Sachez qu'il y a une fin américaine qui est censurée, et une fin européenne beaucoup plus trash, dont on espère que c'est celle que vous allez voir. Alors un mot sur la copie, c'est une copie suisse. C'est une copie qui vient de la Cinémathèque suisse. Donc on peut espérer que les Suisses, comme nous, ont eu droit à la vraie version, mais on peut l'espérer, on va le découvrir. A priori, tous les Européens l'auront eu, donc on reviendra sur ces choses-là, évidemment. Donc, et dernière chose, au bout du compte, T'es fou, Jerry, c'est probablement un des films les plus libres de Lewis, puisque justement il est fait à une époque où plus personne ne l'attend. Donc ça, c'est important de le souligner. Et c'est probablement le film dans lequel il y a à la fois les gags les plus hilarants et aussi les gags les plus morbides. Et l'art ayant horreur des choses simples, il se trouve que c'est souvent les mêmes. Donc voilà, on espère que ça va vous plaire et bonne projection, on se retrouve après pour en parler. Merci. Ça se finit pas comme ça dans la copie française. Bon, voilà. Donc, quoi? Ah bah... J'attends un peu que la salle se vide. Pour ceux qui partent, ils connaîtront jamais la fin européenne. Eh oui. Il va y avoir des révélations. Voilà. Bon.
comme le disait Damien, et mon souvenir, parce que moi j'avais vu le film au moment de sa sortie, donc on est en 83, et je me souvenais d'une autre fin. Et c'était une fin d'ailleurs assez signifiante, enfin, où il disait quelque chose du cinéma, etc. Et ça se finissait pas exactement comme ça. Hein, alors, dis-nous comment se finissait la copie française. Alors, il faut vraiment partir à la recherche de la copie, parce que si on a trouvé une copie à la Cinémathèque suisse, c'est qu'on n'a plus trouvé de copie en France. Ce que je comprends quand même en voyant le générique, là, c'est que c'est une copie qui a été faite pour le festival de Locarno. Donc pour moi, ça ressemble à une copie officielle envoyée par le studio américain pour le présenter en festival. Et donc qui va être légèrement différente de la copie que Pierre Calfon, lui, va s'arranger avec Lewis quand il le distribuera vraiment. Parce que ça, c'est une copie de festival, il faudra trouver une copie d'exploit, en fait. Une copie d'exploitation. Donc la fin, on la voit, enfin on voit la césure en fait, c'est-à-dire que le moment où l'insupportable, le pénible lui demande alors c'est bien, c'est pas bien, et il sort du cinéma. Oui, il sort du cinéma. Voilà, elle lui demande alors c'est bien, moyen, bien, pas bien, on va rire, pas rire, génial, machin, tout ça. En fait, ce qui se passe, c'est que dans la version de Lewis, lui commence à raconter l'histoire. Il dit bah ouais, c'est super, tu vois, c'est l'histoire d'un type, il arrive pas à se suicider, enfin je veux dire, là il se prend une corde, le plafond tombe, le truc, il a plus d'allumette, ça. Il dit puis il commence à se barrer. Puis en fait, au fur et à mesure qu'il raconte les gags du film, la queue du cinéma se vide, les gens se barrent, voilà, quoi, donc ça se vide, et voyant que ça se vide, subitement il se met à inventer des salades, et là il dit non, mais arrêtez, si en fait, je vous ai pas tout dit, si vous venez pas, vous allez pas voir, à un moment donné, il y a une sorte de massacre à la tronçonneuse. C'est ça, il y a une tronçonneuse qui arrive. Les mecs découpent les trucs en ficelle et tout ça, puis attendez, si vous arrêtez, vous allez pas voir non plus, il y a une partouze incroyable avec un curé et des caniches. Il raconte un film très violent et très érotique. Il est vraiment dans la... Parce qu'en fait, à l'époque, ce qu'il disait beaucoup, c'était qu'il se sentait un peu dépassé par le cinéma contemporain, le cinéma qui marchait dans les salles, et qu'en gros, comme beaucoup de cinéastes d'ailleurs, non seulement de sa génération, mais même avant, qui ont, à partir des années 60, reconnaissaient plus le cinéma à succès américain, parce qu'il y avait trop de violence et trop de sexe. Et donc il s'est même mis dans beaucoup de ses interviews à l'époque à attaquer le cinéma pornographique. Serge Danet disait il s'attaque de façon délirante à un cinéma pornographique comme s'il lui avait volé son public d'enfants. Donc il y avait une espèce de haine du contemporain qui s'exprimait dans cette coda, dans cette fin. Alors oui, mais pas que. Enfin, c'est-à-dire que là, la cartouche du porno, bah, du coup, t'as mis les pieds dedans, il va falloir qu'on y aille, quoi. Pardon. Oui, bien sûr. La signification de la fin du film. Bien sûr. D'ailleurs, on reviendra aussi sur le fait que le film n'est pas sans grivoiserie, sans scatologie. Mais il y a 10 ans plus tôt, il n'aurait pas été possible. Le film est un peu obscène. Il y a des moments obscènes dans le film. Et des jurons, par exemple, des choses comme ça. Et il n'y a aucune sentimentalité. Non, il y a de la grivoiserie, du salace. Mais bon, pour revenir sur... en fait... Ce que j'avais dit à Jean-François, c'est que ça me semblait bien, j'imagine qu'une bonne partie d'entre vous a suivi une grande partie de la rétrospective. Déjà, qui voyait le film pour la première fois? Ah, chouette. Ah ben, il n'est pas si facile à voir, je crois. Non, effectivement. Et que ce film-là ne pouvait se comprendre vraiment que en reprenant le fil de la carrière de Lewis depuis à peu près le milieu, c'est-à-dire depuis Dr. Jerry et Mr. Love. Parce qu'en gros, on peut dire qu'il y a deux sortes de publics qui aiment les Lewis. Il y a ceux qui aiment 3 films, en gros, qui aiment Le Tombeur de Sédam, Le Zinzin d'Hollywood et Dr. Jerry et Mr. Love. Et puis il y a ceux qui aiment tout le... Les Français, quoi. Ouais, mais même pas que les Français, parce que même chez les Français, il y en a aussi qui n'aiment que ces 3 films-là, donc après c'est pas une histoire. Mais il me semble que chez ceux qui avaient vu en Lewis un rénovateur de la tradition burlesque et que, en gros, qui étaient ravis avec l'apparition de Dr. Jerry et Mr. Love et qui disaient en plus, donc il glisse un peu de narration dedans, on va avoir un nouveau grand classique, un grand burlesque classique. Et je pense que c'était une erreur de perspective, que lui n'a jamais voulu faire ça. Et que même si on regarde attentivement Dr. Jerry et Mr. Love, c'est déjà un film où il y a un virage assez impressionnant. C'est-à-dire que dans Dr. Jerry et Mr. Love, il n'y a presque pas de gag dans la deuxième moitié du film. Je veux dire, c'est un film qui a un comique décrescendo. Donc voilà, ça c'est important à noter. Donc on l'a beaucoup célébré. Je pense aussi que le fait qu'il attrape comme ça
les aplats de couleurs warholiens, qui sont un grand coloriste, donc qui est en quelque sorte l'alpha et l'oméga de l'esthétique d'une époque. Enfin, je veux dire que quand on voit les choses... En même temps que Godard. En même temps que Godard, évidemment, hein, Week-end, La Chinoise, et ce que vous voulez. Donc, qu'il y a un malentendu qui se crée à partir de ça et qui en fait, détourne le public de la vraie nature de ce qu'il veut dire. Peut-être que la vraie nature de ce qu'il veut dire n'intéressait moins de public, ça c'est probable, mais bon, en tout cas, je pense que c'est pas le genre de sujet qui me concerne à la Cinémathèque. Donc pour ceux qui étaient là, donc il y a ce virage à Dr. Jerry Mr. Love. Après, il y a un film d'un pessimisme total qui s'appelle Jerry souffre-douleur, puisque voilà, ça c'est l'histoire d'une star morte et on cherche un double qui n'a aucun talent pour des producteurs, des bandes d'agents, d'écrivains, de scénaristes, de trucs qui essayent de le forcer à avoir un talent qu'il n'a pas. Donc en fait, par essence, le sujet est sinistre, et qui mène à un film qui n'est fait que de gars grattés. Donc ça, je veux dire, c'est que ça n'est jamais que son 4e film. Hein. Donc il y a déjà ça. En accélérant un petit peu la suite de sa carrière, donc il y a des questionnements vertigineux sur l'identité. Alors déjà, dans Les Tontons Farceurs, là, il y a une mélancolie qui commence à apparaître dans le cinéma de Lewis, qui fait que son corps se transforme, donc il ne peut plus non plus être le personnage de l'adolescent tel qu'il a été, puisque là, il commence vraiment à avoir un visage, un faciès d'adulte, et qu'il y aurait quelque chose de monstrueux, ce qui fait qu'il transfère ses émotions d'enfant sur le personnage de la fillette. Donc on a une étape après qui est Jerry la Grande Gueule, qui est l'histoire d'un type qui pêche son double dans l'océan. Donc là, du coup, il n'y a pas 2 personnages, il y en a 10, 15, et ils ont tous les visages de Jerry Lewis. Donc il n'y a pas un seul personnage où il y en a 15, donc il y a vraiment un questionnement sur l'identité. Et pour ceux qui ont eu l'occasion de le voir, One More Time, qui est un pas de côté qui fait à la demande de Peter Lawford et de Sammy Davis Jr. en Angleterre. Et là, on voit une autre mélancolie qui apparaît. L'autre jour, pendant son ciné-club, Frédéric Bonneau parlait du traumatisme pour Jerry Lewis de la séparation avec Dean Martin. Voilà, du fait de ne plus avoir de partenaire, de ne plus avoir de quelqu'un de contre-champ pour regarder ses gags, voilà, d'avoir une étincelle de spontanéité, quelque chose comme ça. Et One More Time, c'est quand même l'histoire de 2 amis dont l'un se fait passer pour mort et l'un des 2 amis va devoir vivre avec le frère de jumeau, ou celui qui croit être le frère jumeau, tout en pleurant son ami qui est mort. Et en fait, tout le film est une sorte de méditation sur le duo qui est terminé, la fin d'un duo de potes. Voilà, donc il y a une mélancolie terrible qui passe dans ce film-là. Et ensuite, Yaya mon général, donc, où là, on a quand même, rien que dans la structure du film, qui est très dérangeante, c'est-à-dire qu'on a une 40 premières minutes qui sont absolument lugubres, parce que c'est l'histoire de l'homme le plus riche du monde qui est rejeté des rangs de l'armée, qui décide de monter sa propre armée pour aller combattre Hitler, voilà, avec des anachronismes invraisemblables d'ailleurs. Mais je veux dire, on a vraiment une première partie très lugubre, très 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 sombre, et on a une deuxième partie qui est dans la farce totale. Donc déjà, il y a un déséquilibre entre ces 2 choses-là. Et ensuite, il y a Le jour où le clown a pleuré, qui est un projet avorté, qui est l'histoire d'un clown dans les camps de concentration. Ça, on ne va pas trop s'y attarder, puisqu'on en parlera beaucoup, parce que je pense que tout ce que vous pouvez savoir sur le film au stade d'aujourd'hui, vous le verrez dans les 2 films de la séance de 18h. Et ensuite, il y a un hiatus. Donc, il y a un hiatus de 11 ans. Non, il n'y a pas 11 ans. 10 ans. Il n'y a pas 11 ans, puisqu'en fait, 72, c'est... Alors, 70, 71, c'est Yaya mon général, Which Way to the Front. 9, 70. Ouais, 70. 72, The Day the Clown Cried, donc. Et ensuite, 79, Au boulot de Jerry. Voilà. Donc là, 79, et c'est un film que même moi, en le revoyant, j'étais très surpris, en fait. C'est là, le film est vraiment mélancolique et triste, puisque c'est l'histoire d'un clown au chômage qui se retrouve déclassé, et qui en fait va devoir chercher des emplois de postier, de choses comme ça. Et voilà, il y a une tristesse, une peur du déclassement terrible dans ce film. Et je pense que pour appréhender celui-là, il faut aussi revenir sur les projets et les non-projets qu'il y a eu pendant les années 70. C'est-à-dire qu'on en parlera aussi, l'importance de la psychanalyse dans ce film-là. Il y a eu 3 sur un sofa aussi, où la psychanalyse occupait une part importante. Dans les projets qu'on a proposés à Lewis pendant la période où il n'a pas tourné, il y avait l'adaptation du roman de Philip Roth,
la complainte, le complexe de Portnoy. Portnoy et son complexe. Portnoy. Portnoy et son complexe. Ouais, voilà. C'est étonnant de demander ça à Jerry Lewis. Enfin, oui, c'est comme une éloge de la masturbation, le film. Oui, mais oui, alors il y a un film qui est très raté, je crois. Donc ça, je crois que c'est le projet, c'est juste après Yaya en général, puisqu'il finira par se faire en 72. Donc je pense vraiment que voilà, c'est peut-être à cause de 3 sur un sofa, de la psychanalyse, on lui avait proposé ça. Et ça fait longtemps que j'ai pas le roman, mais si je me souviens bien, c'est une séance, ça se passe entièrement chez l'analyste, quoi. Tout se passe sur le divan, en fait, donc avec beaucoup d'éructations, de scatologie, de choses comme ça, je parle depuis longtemps. Dans les projets avortés, il y a eu aussi un projet avec Pierre Richard, qui s'appelait Identical Twins. Donc l'idée, c'était que dans le film, Pierre Richard et Jerry Lewis étaient des jumeaux, et qu'ils ne se ressemblent pas, évidemment, ce dont tout le monde se rend compte, sauf eux. Voilà, c'est ça la trame du film. C'est quand même une assez jolie idée. Il avait un autre projet qui s'appelait 25 Américains à Paris, qui était l'histoire d'un type qui emmène 25 Américains moyens visiter Paris, la Tour Eiffel, je sais pas quoi, puis donc que des catastrophes se passent. Voilà, quoi. Et dans les trucs plus étranges, et là on va se rapprocher de la question du porno Linda Lovelace, on lui a proposé, comme acteur, le rôle principal de Cruising. Ah oui. Rappelle ce que c'est Cruising, quand même. Le rôle que tient Al Pacino. Absolument. C'est-à-dire un policier qui enquête sur des crimes dans le milieu gay, mais le milieu gay, cuir, les boîtes de New York, très SM, etc., se met à fréquenter les boîtes gays en se faisant passer pour un gay, etc., pour traquer l'assassin. Et donc c'est une espèce de plongée dans un monde exotique pour la plupart des spectateurs, qui est celui des bars SM gays new-yorkais. Et oui, le film a beaucoup fait parler de lui, il a été controversé, etc. Et c'est Pacino qui tient ce rôle-là. C'est ça, on lui a proposé le rôle de Pacino, un film très trouble. Oui. Et donc, il n'a pas fait. Non mais c'est une proposition étonnante. Oui, mais je pense qu'on commençait à voir sur en introduction, on parlait du vieillissement du masque du clown. On parlera tout à l'heure de Scorsese évidemment, mais que évidemment, y compris dans le film que vous venez de voir, l'aspect tragique et vieillissant du clown était de plus en plus apparent, quoi. Enfin, il y avait une sorte de distance entre l'humour enfantin de certains gags et la figure marquée du personnage qui les interprétait. Je pense que des gens avaient commencé à déceler ce... Mais le truc terrible du film, il y a un très bon texte de Danet qui s'appelle Non réconcilié, donc pour référence au film de Jean-Marie Strobel et Daniel Huillet, qui disait que le système Jerry Lewis, il fallait réconcilier Buddy Love et le professeur Kelp, c'est-à-dire l'amour et la haine. Alors il allait jusque-là, il disait Buddy Love c'est la haine par antiphrase, et à un moment donné, ça devait se recoller parce qu'en fait, le personnage burlesque Jerry Lewis, c'est un adolescent, en fait, en quête, en train de devenir quelque chose. Et quand il fait Smorgasbord, au boulot de Jerry, Tefou Jerry, il peut plus incarner cet adolescent qui va devenir quelque chose. Et donc, là, on est dans une dissociation absolue, et c'est une époque où sort King of Comedy, et c'est l'époque où il est mondialement célèbre, en tout cas très célèbre aux États-Unis, pour animer le Téléthon, qu'il avait inventé, qu'il avait créé. Et donc, Danet disait, il y a le surmoi, c'est le Téléthon, le moi, c'est ce personnage de type solitaire et dépressif, de star solitaire et dépressif qu'il incarne dans The King of Comedy, qui sort au même moment à peu près que Smorgasbord. Et puis, il y a ce type, et en fait, c'est plus un adolescent, c'est vraiment un raté. C'est-à-dire, c'est un adulte raté, et donc le côté très mélancolique du film, très triste, c'est que il est plus sauvable en fait. Il est vraiment raté. En plus, il y a la traduction. C'est un adulte, Danet dit c'est un zéro. La traduction, en plus, certains sous-titres sont un peu approximatifs, c'est-à-dire Misfit, balourd, non, c'était littéralement inadapté, qui ne rentre pas dans la case que la société lui a assignée. Donc, mais oui, en fait, par rapport à
ce que tu évoquais, Jean-François, sur l'obsession de Lewis pour le porno, il faut quand même expliquer. C'est-à-dire, à un moment donné, on lui demandait, pendant toute la période 72-79, pourquoi il n'avait pas fait de film, et il disait je reviendrai quand Linda Lovelace aura débarrassé le plancher. Voilà. Linda Lovelace était une des grandes stars du porno, c'est celle qui tient le rôle principal dans Gorge Profonde, qui est le premier film hardcore à avoir connu une distribution commerciale. Voilà. Mais c'est très étonnant qu'il dise ça parce que c'est, comment dire, a priori c'est pas le même public. Alors, mais justement, mais peut-être que ça tu sais plus, c'est-à-dire que contrairement au ghetto porno, est-ce que les grands succès porno de cette époque-là, Devil and Miss Jones et je sais pas quoi, est-ce qu'ils passaient dans les mêmes salles que les autres films? Parce qu'en réalité, l'obsession de Lewis, elle était très simple, il l'a formulée en ces termes, c'est qu'il ne voulait pas que les enfants qui aillent voir ces films s'assoient sur des fauteuils tachés de sperme. Voilà. Je veux dire, c'est aussi simple que ça. Enfin, il ne pouvait pas le dire de manière plus simple que ça, en fait. Oui, mais c'est assez absurde parce que c'était pas les mêmes salles. Circuit d'exploitation. C'était pas les mêmes salles parce que les pornos, ils étaient rated X. Et donc, c'était des salles qui étaient, c'était des films qui étaient distribués dans des circuits de salles. Il est possible qu'au tout début du porno, il y a eu des grands succès comme Emmanuel en France ou des choses comme ça, une sorte de truc. Des salles qui a un peu mélangé les genres. Mais aux États-Unis, c'était très réglementé. Et des salles, enfin, la plupart des salles refusaient les films classés X. En fait, c'est les exploitants qui refusaient les films classés X. Et donc, enfin, classé X, oui, comme on dit, X-rated. X-rated. Mais en fait, il y a quand même une réalité, enfin, cette séparation des deux industries, enfin, cinéma normal et pornographique, a son importance. Je veux dire, c'est un problème qui a occupé les esprits jusqu'à la fin des années 80. Par exemple, on sait que les sociétés de duplication de VHS, notamment Walt Disney, qui était un énorme marché, Walt Disney refusait de travailler avec des sociétés de dupli qui dupliquaient aussi les cassettes porno, parce qu'on savait très bien que les bandes magnétiques étaient réutilisées, et histoire de ne pas faire un mauvais gag dans le Fight Club de David Fincher, voilà, avec un plan inattendu qui surviendrait à la fin de la cassette. Donc voilà, il s'assurait contractuellement que les sociétés... C'était aussi moral. Oui, bien sûr, mais c'est d'abord ça. Alors l'obsession de Lewis, j'ai retrouvé cette citation, c'est folle, parce que en gros, il va quand même dans le détail, on y reviendra, mais Smorgasbord est aussi le film d'un type qui sait compter. Et il dit, permettez-moi de vous donner quelques chiffres à ce sujet. À Las Vegas, nous avons une société de diffusion de films sur vidéocassette. Moi, j'ai ma société de production qui fait des films divertissants. J'emploie 5 ou 6 metteurs en scène pour réaliser des produits de bonne qualité. J'ai fait construire un très grand studio d'enregistrement vidéo et nous fournissons des comédies à cette société de vidéocassettes, de magnétoscope et vidéodisques. L'année dernière, il parle en 80, cette société a vendu pour $500 000 de cassettes de l'arnaque de George Hill et il distribue aussi The Devil and Miss Jones. Ils en ont vendu pour $8 milliards. 8 milliards de dollars en 12 mois. C'est l'équivalent du chiffre d'affaires de la General Motors l'année dernière. Vous savez ce que c'est qu'un $1 milliard? Moi, je vais vous aider à comprendre. Si je vous donne $1 million, vous devez dépenser $1000 par jour pendant 3 ans pour arriver au million. Si je vous donne $1 milliard, avec $1000 par jour, ça vous prendra 3000 ans. Voilà. Et maintenant, multipliez encore tout ça par 8. Je sais, ils avaient compté, mais est-ce que c'est pas aussi tout simplement la crainte de quelqu'un qui pense qu'il va être dépassé par l'époque? C'est-à-dire que c'est le chiffre d'affaires du cinéma pornographique, c'est aussi l'éclosion du cinéma d'horreur à Hollywood, les petites productions indépendantes comme Massacre à la tronçonneuse dont il parle dans le film, qui sont tournées en 16 mm avec très peu d'argent et qui rapportent des millions de dollars. Il y a l'angoisse de quelqu'un qui tout d'un coup se sent plus exactement chez lui, qui se demande à qui il va s'adresser, à qui il va parler, puisqu'en gros les gens se précipitent. Alors les gens, c'est le public, se précipite en masse sur des objets qui lui sont très loin de lui, très étrangers. Et en même temps, quand on voit le film, on voit bien qu'il est quand même... on n'aurait pas imaginé 10 ans plus tôt le gag avec les seins de la marquise. Oui. À un moment donné, il y a un jeu de mots qui est mal traduit par le sous-titre, qui n'est pas traduit du tout. Il a une fuite. C'est que les ça veut dire pisser un bon. Voilà, il faut aller à l'autre pour pisser. Et Tecalique, c'est un peu familier, disons, c'est un peu vulgaire. Et donc il y a quand même des signaux comme ça contemporains dans le film.
Ce qui... Non, après, la scène avec la marquise et le cocher, elle est assez drôle, puisque en fait, elle est même assez profonde, parce que c'est la rencontre. Ils ont chacun, elle et lui, deux envies pressantes, mais c'est pas les mêmes. Quoi. Je veux dire, c'est aussi simple que ça. Il y a la pulsion, il y a une nymphomane dans le film, jouée par son copain Milton Berle. Berle, in drags, comme toujours. Oui. Donc ça aussi, par exemple, voilà un personnage impensable 10 ans plus tôt. Alors c'est très... on a revu Dr. Jekyll et Mr. Love l'autre soir, donc c'est quand même un personnage qui Louise infantile ou préadolescent, quand il voit Stella Stevens et qu'il imagine paré de tous les habits du stéréotype hollywoodien, érotique, disons. Érotique hollywoodien. Donc il y a quand même Mais là, ça devient, parce que le cinéma devient de plus en plus littéral, frontal. Et donc là, il en met aussi dans le film. C'est de façon à se faire comprendre peut-être par un public contemporain qui tout d'un coup n'est pas seulement forcément un public d'enfants. Mais je reviens à ce que je disais au tout début, là, sur la question du clown qui ne change pas son maquillage. C'est-à-dire que aussi, la sortie de la Paramount pour Jerry Lewis, c'est un drôle de moment. C'est-à-dire, je ne sais pas ce qui se passe d'ailleurs pour qu'il ait envie de liberté, ou je sais pas. Oui, on n'a jamais vraiment compris pourquoi il avait rompu. C'est lui qui a rompu le contrat. Oui, mais sans doute parce qu'il se sentait limité par, en fait, certaines contraintes, des choses qui semblaient impensables à faire, non pas en termes de censure, mais en termes de sens ou de direction, tout simplement. C'est-à-dire qu'un film comme Jerry la Grande Gueule, je ne l'imagine pas vraiment à la Paramount, quoi. Ou même 3 sur un sofa. Oui, il fait des expériences. Quoi. Voilà. Tu peux se dire peut-être qu'à la Paramount, il n'aurait pas pu les faire. Oui, peut-être que simplement c'est l'envie très légitime pour certains artistes de dire qu'à l'intérieur d'un système, on a fait le tour. Enfin, voilà, vous avez fait il n'y a pas longtemps la rétro Raoul Walsh, la question de savoir pourquoi il quitte la Warner, c'est quand même pas si loin que ça. Quoi. C'est une histoire d'argent pour aussi, il n'en voulait plus et Jack Warner ne lui a pas donné. Oui, mais pas que. Enfin, je dirais à un moment donné, tu fais aussi le tour de... C'est un type de relation, à partir d'un certain moment, on ne signe plus les contrats pour 7 ans avec les sociétés de production. Il y a les agents qui vous empêchent de le faire. Et donc, la valeur d'un réalisateur peut augmenter, alors, toujours en fonction de son succès. En même temps, on voit bien que Jerry Lewis réussit à faire quand même des expériences assez audacieuses, parce qu'en gros, c'est un grand innovateur dans les années 60. Il crée des formes qu'on n'avait jamais vues. Et ça marche parce que les films marchent. Le Dingue du Palace est un énorme succès. Alors que c'est un film... On ne peut pas dire que ça ressemble à ce qui se fait vraiment à l'époque. Et là, celui-là, quand même, ça a été plus difficile. C'est-à-dire que le film est à peine sorti aux États-Unis. Smorgasbord, d'après ce que j'ai compris, d'abord, ça s'appelle Smorgasbord, c'est le titre original, mais quand il s'agit de passer à la télévision, ils ont changé le titre pour qu'on comprenne un peu. Alors Smorgasbord, ça veut dire c'est tartine en danois. Non, c'est des hors d'œuvre. C'est des hors d'œuvre. C'est des hors d'œuvre. Et donc D'ailleurs, c'est une petite parenthèse en attendant, les jongleries du langage dans Smorgasbord sont assez extraordinaires. Par exemple, toute la séquence avec l'ancêtre Jacques là, dans sa prison et son mannequin. Je veux dire, avec le faux français, quoi. Oui, ça c'est 2000 that look like me, like moi, je sais pas quoi. Et en fait, évidemment, il y a tous ces jeux d'inversion qui est typiquement léwissien. Il parle français avec un accent anglais et vice versa. Je veux dire, on est vraiment toujours sur cette frange entre les deux. Mais par rapport à cette disparition des studios, la manière dont ça se tourne, par exemple, il a une déclaration un peu avant qu'il fasse Au boulot de Jerry, Hardly Working, et je pense que son plus grand désarroi se situe là en réalité. C'est un désarroi presque philosophique pour lui. C'est qu'il dit, aujourd'hui en fait, Hollywood, ça n'existe plus. Hollywood, c'est n'importe où vous mettez une caméra et 3 projets, quoi. Donc je pense que pour lui, la disparition de l'infrastructure des studios, du système hollywoodien, pas seulement du système financier, mais du système tout court, c'est quelque chose de capital pour lui, parce que je pense que sa philosophie d'artiste, et c'est pour ça aussi qu'il en a tellement après Linda Lovelace, le porno, je sais pas quoi. Le massacre à la tronçonneuse. En 16 mm pour quelques centaines de dollars. Oui, mais sa philosophie... Au Texas. Oui. Sa philosophie du spectacle à lui, c'est qu'on doit donner tout l'argent aux gros studios qui doivent le dépenser au mieux pour faire rêver, ou en tout cas transporter le public ailleurs, pour divertir, mais même au bon sens du terme, en le faisant réfléchir si on veut, mais en tout cas, et que, en gros, cette dilapidation des moyens, ce do-it-yourself, ce truc, cette esthétique un peu cheap, en fait, c'est le sujet au bout
boulot de Jerry, cette sensation de relégation. Et en plus, c'est un clown. Alors non seulement le type de cinéma qu'il fait tend à disparaître, mais alors en plus l'art du clown, parce que c'est aussi un clown qui se produit en tant que clown. Jerry Lewis, il s'est produit au Cirque d'hiver et tout ça, quoi. Voilà, donc lui, il voit pas une forme disparaître, il en voit une se modifier et une autre complètement disparaître. Donc voilà, d'où l'amertume qui est quand même très présente. Alors j'ai regardé, le film est produit par, ils sont deux, il y a un certain Nelson et je sais plus. Gandolini, voilà. 800 millions de dollars le budget, c'est pas si nul en fait. Non, c'est pas si fauché. Mais alors, c'est des gens qui ont produit très peu de choses, sinon des choses pour la télévision, enfin des choses un peu oubliées, quoi. Oui, des tout petits. Et la Warner a donc si la Warner a acquis les droits aux États-Unis, elle a dû mettre de l'argent dans le projet, mais la Warner n'a les droits que pour les États-Unis. Et ce qu'on sait, c'est que le film sort en fait au moment où il est fait. Il sort en France avant les États-Unis. Pas tout à fait. Et en fait, il y a quelques salles. Il y a quelques salles aux États-Unis. Voilà, il y a projection. À Wichita, dans le Kansas. Dans le film, dans son exploitation cinématographique, c'est ça. L'avant-première, c'est Tucson, Arizona. Ouais. Et donc le film rapporte aux États-Unis 46 500 dollars. Donc ça, c'est le total de l'exploitation de salles. Mais en fait, il n'a que des problèmes un peu emmerdants avec la distribution de ses films. Je veux dire, il se sent persécuté aussi. Quand il fait Yaya mon général, c'est la Warner aussi qui distribue. Et en fait, elle le distribuera longtemps après l'Europe, parce que c'est le moment où elle sort Woodstock. Donc tous les moyens de communication sont mis sur la sortie de Woodstock. Et pendant ce temps-là, le film fait un carton en Allemagne, où il tient l'affiche pendant 1 an et demi en exclusivité, quoi. Donc, oui. Non, mais j'y croyais pas non plus. Enfin, le film est tellement bizarre que je pense pour l'époque, je pense que la Warner n'y croyait pas beaucoup. Et en tout cas, après Hardly Working, il avait un projet de film muet. Je regarde un petit peu les notes, mais parce qu'il me semblait, oui, sur ces histoires de production, on en parlait à Jean-François l'autre jour, il y a en fait 3 films un peu maudits pour des raisons différentes qui sont connectés et qui se font au même moment. Il y a le film de Samuel Fuller qui est Dressé pour tuer, qui est l'histoire White Dog, qui est l'histoire d'un chien dressé par un raciste pour attaquer les Noirs. Et alors lui, c'est Paramount, justement, quoi. Et c'est le moment où Lewis et Fuller se fréquentent pas mal, le moment où Benayoun les présente, en fait, je crois, à l'occasion du Festival de Cannes. Et le film de Fuller, par exemple, lui, il sera distribué aussi en direct ou vidéo. Il n'y aura pas de sortie commerciale États-Unis, parce qu'il y a des lobbies qui pensent que c'est un film raciste. Une aberration. Donc on bloque quand même la sortie du film de Fuller en pensant que c'est un film raciste. Moi, je suis presque persuadé, en connaissant bien les 2 films, qu'il y a un plan dans Smorgasbord qui est vraiment un hommage à White Dog. En fait, parce que on le voit. Lewis, c'est quelqu'un qui maîtrise aussi absolument les codes de la parodie. C'est-à-dire que le début des Tontons farceurs, par exemple, qui est une sorte de film noir, c'est quelque part entre La soif du mal d'Orson Welles et Les tueurs de Don Siegel, Hold Up, les bombes gaz, les machins. Donc voilà, il y a ce sens du tempo. Enfin, en fait, à chaque fois, il montre, y compris dans les trucs historiques ici, c'est-à-dire que comme metteur en scène pur, il est tout à fait crédible. Il pourrait diriger à peu près n'importe quoi. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a quand même l'idée que quel que soit le projet qu'on lui confierait, il est capable de le faire. Il le fait à l'intérieur d'un genre burlesque, mais il peut tout à fait diriger tout type de scène, en fait. C'est ça. Et donc, oui, voilà, donc il y a ça. Et pour moi, la séquence, et j'ai aucune information sur la concomitance, est-ce qu'il l'avait vu, pas vu, je sais que c'est à peu près les mêmes dates de tournage, mais quand on voit la scène où Lewis essaye de s'immoler, en fait, avec ce travelling circulaire autour de la voiture, et donc avec une musique qui est très Ennio Morricone, qui est une sorte de parodie d'Ennio Morricone, on dirait un plan sorti de White Dog, de Dressé pour tuer. Je veux dire, c'est sûr, pour moi, il y a un hommage fait à ce moment-là. Et l'autre anecdote qui là est totalement inédite, il me semble, pour ceux qui étaient venus écouter Chris Lewis l'autre jour, il expliquait que la technique, le vidéo assist, le monitoring vidéo que Lewis avait développé pour pouvoir contrôler son jeu, avait énormément influencé Francis Ford Coppola, qui lui était venu assister au tournage du Tombeur de Sédan. Et en fait, le film que vous venez de voir a été tourné sur le plateau voisin d'un autre film qui avait la Shkumun,
En fait, il a été tourné à moitié sur un plateau de Zoetrope coupé en deux. Il a été tourné sur le même plateau que le Hamet de Wim Wenders. Donc pas le premier tournage, le deuxième tournage, puisque bon, ça, je referme vite la parenthèse, mais Hamet est un des rares films de l'histoire du cinéma qui a été tourné 2 fois de suite. Mais voilà, quoi, avec pareil, même Shkumun, un film qui marche plutôt bien en Europe, voilà, qu'on hésite à sortir aux États-Unis. Donc il y a à la fois les 2 Américains qui savent plus quoi faire, et les références à l'Europe sont importantes. Je crois que c'est pas un hasard si dans Smorgasbord, il parle de mon ancêtre français, d'une sorte de romantisme dans sa tête qui est associé. On serait mieux en France quand même. Voilà, on serait mieux compris. Oui, c'est aussi une période où c'est un peu à Hollywood aussi, on veut bien encore des auteurs, mais cette fois-ci, il faut qu'ils rapportent de l'argent. C'est-à-dire que c'est la période un peu folle des années 70, où on expérimentait des choses, etc. C'est fini. Donc on rentre dans une période où il y a beaucoup de films les distributeurs, les producteurs reprennent la main, en fait, à la fin des années 70. Et donc il faut souffrir beaucoup de réalisateurs. Alto hippie, quoi, fini le nouvel Hollywood. C'est ça. C'est ça. Il y a peut-être des réactions, des questions. Après, on va parler de la matière du film lui-même. Donc oui, on va le faire avec la salle, parce que on va rebondir, mais ça me semble important, cette longue exposition, parce que c'est un film qui autrement, comment le situer, c'est assez étonnant. Oui, bonsoir. Bonsoir. Vous m'entendez? Ouais. Est-ce que vous avez des nouvelles de son dernier film qui est inédit, une date de sortie? Car dans une dernière de ses interviews, il avait dit qu'il y aurait peut-être une sortie prévue pour 23 ou 24. Alors ça, j'en parlerai plus longuement en présentant, il faut venir, la séance Little Fun, Too Much the Sorrow et le portrait d'Annette Wolff qui est sur le tournage de The Day the Clown Cried. Mais pour le résumer très vite, ce que vous avez lu dans le New York Times est erroné, c'est-à-dire qu'en réalité, oui, non, mais je veux dire erroné, mais pas complètement, c'est-à-dire que Lewis a bien légué tout le matériel qu'il avait concernant le film The Day the Clown Cried à la bibliothèque du Congrès. Il y a effectivement un embargo jusqu'à 2024, voilà. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, pour des raisons de production un peu complexes, ce qu'a la bibliothèque du Congrès, ce n'est pas le film complet. Voilà, c'est-à-dire que le film était éclaté en 3 morceaux. Il avait dit qu'il avait dans son coffre-fort une copie. Oui, mais il avait une copie Betacam qui a été sortie de table de montage, donc chose qui n'est pas exploitable. Il y a une copie de travail, oui, non mixée, non étalonnée, mais le problème, pour pouvoir sortir le film, ne serait-ce que le montrer, y compris dans un contexte non commercial, c'est qu'il faut rassembler les rushs originaux qui sont disséminés. D'abord, il y a le producteur franco-belge qui lui avait gardé toutes les parties françaises, donc pour l'instant je crois que personne ne sait où c'est. Il y avait le studio suédois qui lui n'avait pas été payé de ses émoluments, qui avait gardé les trucs sous scellés, donc ça c'est en train de se régler, et il y avait ce que Lewis a légué à la bibliothèque du Congrès. Donc ça arrivera peut-être un jour, mais ôtez-vous la date de 2024, je pense que la famille Lewis y travaille, mais que voilà, il y a un journaliste qui est venu, il a vu des bobines, The Day the Clown Cried, il s'est dit ils ont tout, machin. Mais non, en fait, ça va demander un peu plus de temps. Ça arrivera probablement un jour, mais pas si vite. Oui, encore une petite question, un petit hommage à notre ami, il s'appelle Michel Simon, qui nous a quittés dernièrement. Est-ce qu'il aimait Jerry Lewis? Alors ça, Jean-François en avait parlé au début de la rétro. C'est vrai qu'il y a peu de cinéastes, il y a quand même quelques cinéastes où les écoles positives et cahiers se sont retrouvées. Ouais. Et des Jerry Lewis, voilà. Mais pas que. En fait, c'est très intéressant si on regarde les cinéastes sur lesquels ils ont toujours été d'accord. T'as fait la liste? Non, c'est bon, j'ai plus l'âge de faire des listes. Non, mais en tout cas, ceux que j'aime et qui me tiennent à cœur, ils étaient quand même d'accord sur Skolimowski, sur Glaubert Rocha, sur Nagisa Oshima et sur Jerry Lewis. Oui. Donc en fait, on est quand même dans une certaine tendance de la modernité des années 60. Donc voilà, ce que Jean Argouni appelait le chaînon manquant, ou quelque chose comme ça. En tout cas, ils ont été d'accord, et Wenders, évidemment. Non, mais l'hostilité, l'inimitié ou la concurrence était surtout très forte dans les années 50. Oui, un petit peu 60, et des questions d'égo et de politique réellement, de En tout cas, Jerry Lewis, là, positif, et les cahiers du cinéma le considéraient comme un très grand cinéaste. Ouais, puis il n'y avait pas que Benayoun, il y avait des grands textes de Gérard Legrand aussi, dans positif. Ouais. Et même Godard, je pense, il aimait bien. Ah, et comment? Il l'a même copié, puisqu'il a repris le décor de The Ladies Man pour Tout va bien.
Et il cite dans Soigne ta droite, il cite la séquence de l'avion, en fait. Et juste une dernière question. Ouais. C'est un peu dommage, il était très ami avec Pierre Etex. C'est un peu dommage qu'ils n'ont pas fait un film ensemble. Et ils en ont fait un, il s'appelle The Day the Clown Cried. Mais donc, toujours, je renvoie au même problème qu'avant. Voilà. Non, mais pour rentrer dans la matière des gags, un petit peu, ou une autre question peut-être, qui permettra de rebondir sur la matière des gags du film que vous avez vu. Je me parle. C'était plus une impression, une remarque qu'une question. Pour rebondir, ce que vous disiez à la fin, qu'il aurait pu mettre en scène presque n'importe quoi. Et par rapport à son aigreur quant au porno et au nouveau cinéma plus violent des années 70, moi j'avais cette impression en regardant par exemple l'autre jour le tombeur de ces dames, qu'il y avait une pulsion, presque une tentation du porno, de l'horreur, qu'il aurait pu réaliser du porno, de l'horreur, ou en tout cas des films, je vais peut-être un peu exagérer, mais qui aurait pu en tout cas faire des films assez du gore. Voilà, si on rentre dans l'inconscient léwissien, c'est vrai qu'il y a une fascination pour la destruction. Et qu'il ne pouvait pas se le permettre. Voilà. Non, mais il y a une fascination pour la Donc destruction. il y a une frustration de ne pas pouvoir aller au... Non, je pense pas qu'il se sentait frustré. Lui, il voulait faire ce qu'il voulait faire. Mais quand on voit ces films, il y a quand même un goût pour la destruction. Ce que je disais, il y a un fantasme de destruction dans l'Amérique des années 50 qui veut sortir de l'histoire et donc qui ne veut que fantasmer la destruction. Quand la société détraque, c'est le moment où lui, son cinéma va rentrer en crise. Mais il y a chez lui quelque chose de violent. Il y a une vraie violence, comme dans beaucoup de burlesques, il y a de la violence chez Jerry Lewis. Oui, il y a le goût de la destruction. Et Mais après, la par rapport, destruction, ouais. alors, le porno, je ne sais pas proprement parler. Il y a... J'exagère. Non, mais oui, mais par contre, ce qu'il y a de sûr, et ça se ressent dans les gags les plus grivois de Smorgasbord, c'est qu'évidemment, c'est l'histoire de la montée du désir. Enfin, c'est presque l'anti-pornographie. C'est-à-dire combien de temps on peut tirer sur l'élastique pour faire gonfler le pantalon, quoi, pour le dire vulgairement. Et ça, par contre, c'est quelque chose qu'on ressent dans ces gags. Ça ne veut pas dire que je ne pense pas qu'il avait envie de filmer des actes sexuels, mais que par contre, filmer le désarroi du type dont le pantalon gonfle ou pas, ça par contre, c'est ce contre-champ-là, ça par contre, ça l'intéressait plus en fait. C'est un type d'humour qui apparaît dans les années 80 aussi, avec Ben Hill ou la fin des années 70, mais qui fait de manière un petit peu plus sophistiquée. Sophistiqué, film, parce que... même pour aller très loin que Stéphane Collaro, des choses comme ça. C'est pour ça que je parlais de ces saloperies d'années 80. Voilà, pour présenter le film, notamment. Non, mais il le fait beaucoup plus finement que les gens que j'ai cités, mais c'est un humour qui commence à apparaître à la fin des années 70, même avec les frères Abraham Zucker. Les années 80, c'est la décennie de l'énonciation frontale, c'est la fin de la métonymie, là, les choses sortent, et parfois c'est un peu de l'ordure, quoi. D'ailleurs, y a-t-il un pilote dans l'avion? C'est quelle année? J'ai oublié. Parce qu'évidemment, il y a aussi la parodie de la parodie, c'est-à-dire que quand Buddy Lester passe le portique avec ses grenades, ses mitrailles et tout ça, je pense que en tout cas, l'un cite l'autre, je ne sais pas. Je crois que c'est assez contemporain. Ouais, c'est assez contemporain. La petite vieille qui se fait fouiller au portillon pendant que les types passent avec les bazookas là, par-dessus les détecteurs de métaux. Enfin, voilà, c'est très. Il y a un humour très proche de cette époque-là. Mais sur les années 80, sur son désarroi par exemple, prenons plusieurs scènes qui me semblent intéressantes. Par exemple, celle de la banque, du hold-up. Du hold-up se transforme en comédie musicale. Oui, il se transforme, voilà. Donc New York. Pour moi, la scène, elle dit plusieurs choses. Elle réitère le désarroi dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire en gros, mais attendez, ce spectacle, pour qui et pourquoi on le fait? Ok, maintenant on le fait pour des caméras de surveillance. Je veux dire, il y a ce niveau-là. Il y a aussi une énonciation, parce que
On dit souvent Lewis, film sans structure, sans gag, sans histoire, sans narration, tout ça. Mais je suis désolé, il n'y a pas de narration, il y a une structure en tout cas. De la même manière que dans The Bellboy, le premier film, Le Dingue du Palace, qu'est-ce qui permettait d'enchaîner ces gags? C'est parce qu'on a un leitmotiv sonore, donc il y avait le groom qui sifflait là, entre toutes les séquences. Voilà. Et là, le leitmotiv qui relie les vignettes dans Smorgasbord, c'est quand même l'argent. Parce qu'il y a le psychanalyste, dit mais ça va coûter tant, on va dépenser pour $700. Même le pays en nature. Ouais, oui, enfin en nature, en bijoux, en costume, en télévision, en quincaillerie, en hi-fi. Voilà, les années 80, c'est l'explosion du matériel hi-fi aussi, donc c'est toutes ces choses-là. Et donc, à la fois, il y a ça, il y a le spectacle qu'on fait pour des caméras de surveillance, il y a le fait aussi que cette séquence, il y a le lien avec l'argent dont je parlais, avec le psychanalyste. Alors juste pour revenir sur la caméra de surveillance, le gag, les caméras de surveillance, il n'y a personne qui regarde. C'est-à-dire que le gag, c'est que le gangster voit une caméra, donc il prend des pauses, mais ce qui nous fait rire, c'est qu'il les prend pour personne, pour un objet mort, qui est la caméra, l'œil mort de la caméra de surveillance. Peut-être un type derrière le moniteur, si je un petit oui, mais $3 de l'heure. L'idée, je pense qu'elle est là, c'est ça qui fait rire. C'est qu'il prend une pause, et plus personne ne le regarde. Sinon, peut-être un pauvre agent de sécurité, quoi. Mais ça, c'est marrant. C'est marrant et en même temps, ça nous dit quelque chose de ce qu'est le spectacle contemporain, le tout à l'image, les images qui sont partout et que plus personne ne regarde, etc. Il y a cette dimension un peu critique. Il y a cette dimension critique et il y a quand même, comme dans ces tout premiers moments, on s'y attend pas. C'est-à-dire, la poésie de la chose, c'est l'apparente gratuité de l'insertion de la scène, qui ne relie rien avant, rien après, si ce n'est cette histoire d'argent, voilà. Et d'ailleurs, comme dans Yaya mon général, pour dire à quel point il se méfiait quand même de ces histoires de structure et de narration, c'est encore plus poussé dans Yaya mon général, mais en gros, toutes les séquences se terminent sur une suspension, sur une image figée, sur un volet. Donc vraiment, il y a quand même l'idée de dire, si vous croyez que ça se passe en déroulant une narration, moi je vais vous expliquer qu'en fait vous allez mieux retenir si j'arrête pas d'appuyer sur pause, si j'arrête pas de freiner, de ralentir, le fait de vous confronter devant l'image fixe. L'arrêt sur image. Ouais, l'arrêt sur image, vous allez avaler la scène d'une autre manière que si j'avais travaillé une transition pour faire comme si la transition n'existait pas, quoi. Donc ça fait partie des grands trucs de Lewis, quoi. Il faut absolument, il fait des trucs de la modernité aussi, de Godard et tout ça, il faut que la transition se voit, on ne peut pas dissimuler que c'est du cinéma en train de se faire. Donc il y a cet aspect-là, quoi. Une autre question? Oui, en fait, à l'époque où il boucle Smorgasbord, on commence à le voir de plus en plus comme comédien chez les autres. Et les grands rôles dont j'ai le souvenir, c'est plutôt des rôles d'acteurs dramatiques. Et par contre, j'ai un vague souvenir de l'avoir vu dans une ou deux comédies en France, mais qui n'étaient pas mémorables. Et en fait, je voulais savoir s'il avait tourné des bons rôles comiques après sa période de réalisateur ou pas, ou si ses meilleurs rôles étaient plutôt ceux de l'acteur dramatique. C'est très... En fait, on peut dire rapidement que non, quand même. Oui, non. En fait, ce qui se passe dans les années 60, il réalise son premier film en 60. Il va réaliser une série de films, c'est ceux que vous avez vus, que vous avez pu voir durant la rétrospective, mais il continue d'apparaître dans les films des autres. Il continue de faire des comédies pour d'autres, produites par la Paramount. Il doit y avoir un ou deux Tashlin, films réalisés par Frank Tashlin, un chef de rayon explosif, par exemple. Et puis il y a un film qui s'appelle Boing Boing avec Tony Curtis. Mais ça s'arrête en 68, tout ça. Oui, mais là on est dans les années 60, enfin le moment où lui fait ses films à succès. En fait, il n'a pas arrêté de faire l'acteur dans les films des autres. Souvent, c'est pas des très bons films. Il y a un film de Gordon Douglas, il y a un film de... Il est produit qui a fait Boing Boing, etc. Et il est produit aussi, absolument. Donc il fait des films... et puis, effectivement, à un moment donné, il s'arrête, il ne devient plus un acteur burlesque. Et là, j'ai oublié ce que je voulais dire. Parlez-moi de votre mère. Sur son, ça va me revenir, mais
sur lui en tant qu'acteur sérieux. Après, il y a celui qui a compris le génie de Jerry Lewis, c'est Scorsese. Au même moment, il fait King of Comedy, et en fait, le personnage qu'il joue dans King of Comedy, qui est un personnage qui lui ressemble dans la vie, s'appelle Jerry Langford dans le film, et c'est Jerry Lewis, une star. On voit que c'est une star solitaire, assez dépressive, qui vit dans une espèce de maison avec des meubles totalement déprimants, glacés, etc. Et en fait, on pense au Jerry Lewis lorsqu'il joue Jerry Lewis dans le Dingue du Palace. Là, vous savez qu'il joue le rôle du garçon d'étage, là, du groupe, mais il y a aussi l'acteur Jerry Lewis qui vient à l'hôtel Fontainebleau, et il est assailli comme ça par un aéropage de courtisans, de gens qui veulent lui allumer sa cigarette, qui rigolent à la moindre truc qu'il dit, même si c'est triste. Et on voit que déjà, il y a une expression un peu... Dans le Dingue du Palace, c'est une expression un peu fatiguée, et qui va sur laquelle finalement Scorsese va spéculer, et il va en faire l'identité de son Jerry Langford dans The King of Comedy. Et c'est pour ça qu'on dit peut-être que Jerry Lewis dans la vie était comme ça. Enfin, là-dessus, il y a comme tout, il y a ce côté, tous les grands clowns sont dépressifs, etc. Et il y a cette dimension-là. Ah oui, tiens, d'ailleurs, ça quand même. Donc, alors voilà, oui, je sais, c'est quoi. Pardon, je vais faire un parenthèse. C'est les films qui tournent en France. Les films qui tournent en France. Il tourne un film avec Philippe Clair et un autre de Michel Gérard. Et donc, c'est Par où t'es rentré, on t'a pas vu sortir. le premier film que j'ai vu au cinéma, Voilà, je vais dire. de Jerry Lewis, l'autre, hein, c'est quand même pas. Et l'autre, c'est. Je sais plus le titre. Et en fait, c'est des films. En fait, il est doublé avec l'accent pied noir. Hein, c'est-à-dire que c'est vraiment les films qu'il fait en France. Visiblement, ça allait pas bien pour lui, en tout cas, il fait ça. Et il avait fait jurer au producteur que ces films ne seraient jamais distribués aux États-Unis. Et manque de chance, ils sont sortis, mais en vidéo, etc. Donc voilà. Il fait ces deux films-là de façon purement alimentaire. Et puis, voilà. Voilà pour le Jerry Lewis en comédien chez les autres. À partir de cette époque-là. Mais c'est déjà la fin. C'est ça. Mais il n'y a aucun rôle qu'on peut dire comique dans ces dernières années qu'il a fait pour d'autres réalisateurs. Il y a des rôles marquants. Il y a un rôle à cheval, un de ses plus beaux rôles d'acteur qui est à cheval sur les deux, c'est dans le film de Peter Chelsom, Funny Bones, les drôles de Blackpool. Voilà. Okay. Alors, voilà, c'est trois grandes... Ouais, c'est très bien ça. Ces trois grandes performances de comédiens en dehors de ses propres films. Allez, oui, sur les Funny Bones de Peter Chelsom, il y a évidemment le film de Scorsese, et il y a un très très beau film, même si la réalisation n'est pas toujours à la hauteur, qui est Max Rose. Voilà, j'aurais bien voulu que vous parliez de Max Rose, parce que, à ma connaissance, il y a eu plusieurs montages de ce film. Il y a eu une version non terminée qui avait été présentée à Cannes, si je me souviens bien. Après, et moi, je connais une version qui est sortie en DVD au Mexique, parce que le film, je crois, aux États-Unis et en Europe, il est sorti uniquement sur Netflix, sur les plateformes, mais il est sorti en DVD au Mexique, et donc j'ai une copie de cette version mexicaine. Mais apparemment, on était un peu loin du projet initial, puisqu'au départ, Michel Legrand devait faire, je crois, toute la musique de ce film, et finalement, il a fait que le thème d'ouverture, le thème de fin sur ce film, et c'est un autre compositeur qui a été engagé. Donc je crois qu'il y a eu des problèmes au niveau de la production qui ont fait que... Après, c'est vraiment un petit film indépendant. Oui. Et que bon, la beauté de la chose, c'est que lui, il est bouleversant en tant qu'acteur. C'est l'histoire d'un personnage âgé dont les enfants s'inquiètent pour lui parce que sa femme, qui est jouée par Claire Bloom, donc est morte. Et Claire Bloom des Feux de la Rampe. Et évidemment, elle passe son temps à lui rendre visite dans ses rêves, quoi. Donc il y a quelque chose sur la vieillesse, sur l'amour qui s'en va, il y a quelque chose de très beau dans leurs deux performances à eux. Voilà, après, le film n'est pas extraordinairement tenu comme ça sur le plan de sa mise en scène, mais ça reste un très beau film. Je pense qu'il peut rester tel qu'il se voit. Et attendez, on va donner après. Mais ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que Smorgasbord aussi, c'est un de ces films dans lequel il y a le plus de composantes autobiographiques. Directement autobiographique. Il y a au moins 3 éléments. Il y a l'opération du lama, là.
puisque Jerry Lewis avait un problème d'addiction très important à un antidouleur, le Percodan, dans les années 70, dont il a dû se sevrer, parce qu'en fait il prenait ça parce qu'il avait eu le dos cassé, quoi. Donc à un moment donné, il a dû s'en sevrer, et évidemment la scène de l'opération, il dit « je veux pas d'anesthésie », c'est une citation directe de ça. Il a, semble-t-il, fait plusieurs tentatives de suicide, donc voilà, la psychanalyse, plus l'arrêt du tabac. Donc il y a quand même un lourd terrain, enfin, en tout cas sur le volume du film, qui en fait que c'est probablement son film qui puise le plus d'éléments autobiographiques, quoi. Et si je me souviens bien, juste après le film, il se fait opérer un triple pontage. Ou avant, je ne sais plus. Juste avant de passer le micro à quelqu'un d'autre, je voulais revenir sur un gag de Smorgasbord qui m'a marqué, c'est le doigt d'honneur de Napoléon. C'est pour pas aller voir le film de Ridley Scott, probablement. Ça n'aurait pas été possible 10 ans plus tôt, par exemple. Et donc, il y a un sous-titre dans une table. C'est comme s'il avait réservé, le serveur faisait le chiffre 1, voilà, et donc c'est un double gag. Mais voilà. Non, c'est un film un peu obscène. Enfin, il y a des côtés un peu vulgaires, quoi. Non, et il y a des choses très emprises sur l'évolution de la société des années 80 aussi. Par exemple, le plus évident, c'est le japonais dans la voiture. Non mais ça, en fait, voilà, même l'âge que j'ai le souvenir, étant gamin, même dans le centre de la France, d'entendre aux heures des apéros les ouvriers râler en disant, parce que chez eux ils ont General Motors et Ford, et nous on a un Renault, Citroën, donc en fait c'était un peu les mêmes débats en France, quoi. Voilà, avec un pastis dans le verre et une gita de maïs aux lèvres, l'idée quand même, ouais, ils vont nous piquer tout le marché, et surtout l'argument qui revenait toujours, c'est exactement celui du film, quoi. C'est par là que le film est politique aussi, c'est ils disaient mais leurs bagnoles elles sont mal finies, en fait quand elles sont distribuées sur le marché elles sont pas finies, et donc c'est un gag littéral, quoi. Elles arrivent littéralement, le mec qui sort dit bah elles sont livrées trop tôt. Ouais. Pas mal. Oui. Mais un peu, en fait, comparé, disons, au rôle qu'il a dans le Scorsese, ou même Max Rose, ou même Peter Chelsom, la Funny Bones, c'est plus un rôle de composition, c'est un rôle de soutien, quoi. Je veux dire, c'est un troisième rôle, Arizona Dream. Oui, qui est émouvant et tout ça, mais je veux dire, qui est un troisième rôle. Il y a encore une ou deux questions, il va falloir qu'on libère le plancher, la salle. Le plancher. Il y a des musiciens qui doivent s'installer, voici, quelle drôle d'idée. Mais peut-être tu veux rajouter des choses encore sur la matière du film. Oui. Il y a moi je citais le parquet l'espace du psychanalyste. Alors voilà, on a besoin d'en parler, c'est-à-dire que bon, l'histoire de la psychanalyse, c'est-à-dire très logiquement, Lewis n'y croit pas dans sa pratique artistique, hein. Peut-être qu'après il allait sur le divan, mais en fait, vous le savez sans doute, il y a dans le traitement des maux de l'âme, il y a deux écoles qui se combattent depuis un moment. Enfin, il y a la psychanalyse et en gros, il y a l'école du cognitivisme. Et ce qu'il y a de sûr, c'est que Lewis, sa manière son écriture cinématographique, ses gags, tout le rapproche des questions cognitives beaucoup plus que des questions psychanalytiques. Bon, ça j'en ai parlé pendant la conférence. Il y a le fait que les traits de l'autisme de haut niveau, de l'autisme Asperger, sont très présents dans ces personnages, l'incapacité à regarder dans les yeux et tout ça. Mais par exemple, c'est parce que les cognitivistes, je ne suis pas spécialiste de la question, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils abordent la question, ou en tout cas le problème qui est le même que le problème des personnages, sous un angle qui est le même que le sien. C'est-à-dire, il compte, il minute. Ce qui compte pour un cognitiviste, c'est par exemple, on mesure le temps de réponse. C'est-à-dire une notion qui n'existe pas en fait pour la psychanalyse, quoi. On fait des choses comme ça. On mesure la capacité à avoir des interactions sociales. On essaye de soigner pour que les gens qui en fait n'arrivent pas à regarder les autres dans les yeux ou cherchent leurs mots quand ils sont au téléphone, quand ils sont embarrassés ou dans certaines situations, voilà, on les fait travailler sur des exercices concrets pour tenir la baraque à frites, pour tenir le truc, pour tenir la durée, pour répondre plus vite aux injonctions. Et donc évidemment c'est toute la matière de sa mise en scène. Et ça m'a intéressé pendant la toute première, la longue séquence là, de l'arrivée chez le psychanalyste. Donc, au début, je vous ai entendu tous éclater de rire, et j'ai trouvé très intéressant, au fur et à mesure que la séquence s'étire, en fait, on rit de moins en moins.
Et oui, parce que il les tire dans des données insensées, et c'est surtout, il fait ressentir, il n'y a pas de paroxysme dans le gag lewissien, il n'y a pas de... Comment dire, il n'y a pas de... Pardon. Il n'y a pas de catharsis. Il n'y a pas de catharsis, il y a un épuisement, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, il y a un stade, c'est une fois qu'on a épuisé toutes les possibilités géométriques, spatiales, physiques, et ben on se démerde comme on peut. Alors on fait comment? On met des cigarettes par terre pour essayer d'avancer dessus. Ce serait plus simple de marcher carrément sur le sol et de ne pas avoir peur, mais en tout cas, voilà, faute de grille, on fait ça. Ou on chose des palmes. Voilà, on fait... Et en plus, et ce qui intéresse Lewis dans le discours sur la psychanalyse, donc c'est que surtout c'est comme l'arrêt du tabac, par exemple, c'est un processus qui n'est jamais terminé. Donc ça, forcément, ça intéresse. Par exemple, on dit toujours de quelqu'un qui a arrêté de fumer, on dit jamais personne ne dira que c'est un non-fumeur. On dira que c'est un fumeur abstinent. Oui, ça fait un ancien fumeur. Oui, ou c'est un fumeur abstinent depuis 40 ans, mais c'est un fumeur quand même, même s'il n'a pas touché une cigarette depuis 40 ans. Et donc, il y a l'idée chez Lewis qu'on peut... Enfin, on se débrouille avec tout ça. Et même le gag le plus drôle du film, hein, qui est la séquence du restaurant avec 36 000 salades et menus et tout ça. Donc là, il y a plusieurs choses. Il y a évidemment le commentaire sur les années 80, c'est quand même le commentaire sur la surconsommation. C'est-à-dire, c'est les années où on a le choix, on a un tel choix de consommation, à en avoir les dents du fond qui baignent, quoi. Enfin, littéralement, c'est un truc comme ça, quoi. Donc il y a cet aspect-là, et l'aspect que le gag, il enfle. Voilà, il ne progresse pas, il enfle. Et à un moment donné, il faut bien qu'il se dégonfle et on passe à autre chose rapidement. C'est-à-dire que le gag n'a pas d'apothéose. C'est-à-dire qu'il va enfler et dégonfler. Il épuise le spectateur lui-même. Voilà, c'est ça. Il passe ce stade-là. Et c'est évidemment en ça qu'on l'aime comme grand cinéaste. C'est que arrêter le truc à moitié, évidemment, tous ces grands expérimentateurs, ils deviennent quelque chose à partir du moment où, en fait, ils étendent les durées, où ils poussent, ils appuient sur le champignon un peu plus que ce que tout le monde tolère à peu près. Bon, on va s'arrêter là. Merci. Merci, Damien. Juste un mot pour vous dire qu'à 18h, il y aura une séance composée de A Little Fun to Match the Sorrow, suivi du film d'Annette Wolf sur Jerry Lewis. Alors si vous voulez en savoir plus, notamment sur The Day When the Clown Cried, eh ben, venez, c'est en salle Franjeu à 18h. Et sachez que même le premier film télé que vous voyez en première partie, c'est un film qui dit énormément sur The Day the Clown Cried que vous n'avez pas vu. En voiture. Merci à vous.